Bonjour tout le monde, je me présente, Émilie Béléranger, coordonnatrice de la chaire de recherche Sécurité et Intégrité en milieu sportif. Ça fait plaisir aujourd'hui de vous convier à une présentation, en fait une formation offerte aux étudiants qui s'intitule Communiquer la science en congrès à un public non scientifique. Aujourd'hui, 13 septembre 2024, nous avons une présentation qui a le descriptif comme suit. Donc, cette formation qui se veut une opportunité de rendre les résultats scientifiques accessibles à un public non formé à la recherche scientifique, comme par exemple décideurs publics, gestionnaires, intervenants sportifs. Les participants seront invités à faire usage de créativité pour mobiliser les connaissances scientifiques, les vulgariser et en découler des implications concrètes pour les acteurs des milieux de pratique. Ainsi, l'auditoire, vous, sera davantage en mesure de développer son aisance à communiquer la science dans des formats qui sont variés, afin, lorsque possible, de penser la communication scientifique à l'extérieur des formats dits conventionnels. Par là, il est entendu introduction, méthodologie, résultats, discussion. À la suite de cette première partie de formation, les participants seront invités à se diviser dans des salles de réunion afin de travailler sur des communications qui se feront en sous-groupe, ainsi que de recevoir des rétroactions sur leurs communications scientifiques respectives par leurs pairs et les formatrices. Pour ce faire, ils et elles seront donc invités à travailler sur une présentation orale ou par affiche préalablement à la formation. Alors, nos deux formatrices dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons Mélanie Corneau ainsi que Éliane Dussault. Mélanie Corneau est conseillère principale de recherche à l'Université de Montréal et coordonnatrice scientifique au CRIPCAS. Elle possède une expertise en animation scientifique, en transfert et mobilisation de connaissances, en vulgarisation scientifique et en développement de projets partenariaux. Pour sa part, Éliane Dussault est chercheure en sexologie, chargée de cours et aussi vulgarisatrice scientifique. Elle a coordonné plusieurs initiatives en vulgarisation scientifique, comme des réseaux sociaux, blogs, balados, rayonnements médiatiques, pour des laboratoires du département de sexologie de l'UQAM. Elle occupe maintenant le poste de coordonnatrice à la mobilisation des connaissances pour le collectif de recherche d'action SASFAM qui œuvre contre les violences faites aux filles et aux femmes. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, comment qu'on va fonctionner, vous pourrez prendre, si vous voulez, je vous ai posé des questions durant la présentation ou à la toute fin. Il y aura aussi une période de questions à la toute fin. Pour faciliter aussi votre prise de notes, sachez que le PowerPoint vous sera transmis à la fin de la présentation et que dans le courant de la semaine prochaine ou la suivante, l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, sur ce, Mesdames Mélanie Corneau et Éliane Dussault, c'est à vous. Je vous laisse partager votre présentation. Bonne présentation à tous. Merci, Émilie. Je vais juste partager mon écran. OK. C'est bon? C'est parfait. D'accord. OK. Bonjour, ça nous fait vraiment contente, on est vraiment contente d'être ici, ça nous fait vraiment plaisir de présenter cette formation pour vous aujourd'hui. Je pense que vous allez voir assez rapidement que Eliane et moi sommes très passionnés par le transfert de connaissances et la vulgarisation scientifique. Donc, on va parler de plein de choses intéressantes qui, j'espère, vont pouvoir surtout vous aider dans les prochaines conférences que vous ferez et d'autres activités scientifiques. Donc, un petit plan de la présentation aujourd'hui. On va d'abord débuter par se présenter. Émilie nous a présenté brièvement par rapport à nos biographies, mais on va faire un petit point sur nos différentes expériences en transfert de connaissances et en vulgarisation. Ensuite, on va faire le point sur les bases de la vulgarisation scientifique, les différents niveaux de vulgarisation en fonction des 5 W, par exemple. Euh, Après, on va concentrer notre présentation sur savoir adapter les messages, quelles sont les astuces qui peuvent vous aider à adapter les messages à différents auditoires, quels sont les pièges qui sont à éviter aussi, quels sont les principes scientifiques à se rappeler. Et on va aussi vous présenter des exemples de données vulgarisées, des différentes façons de pouvoir les présenter. On va parler encore après de maîtriser son discours puis de l'art oratoire. Parce qu'au-delà des messages, bien, la manière dont les messages sont transmis a beaucoup d'impact sur comment ils vont être reçus et intégrés de par l'auditoire. Donc, on va parler de ça.
pour ensuite se concentrer sur le support visuel parce qu'on sait qu'autant dans une présentation, dans un colloque, pour un PowerPoint ou alors pour d'autres sortes de vulgarisation scientifique, comme par exemple sur les médias sociaux, le support visuel est super important pour mettre en valeur vraiment les points qui sont les faits saillants, disons, de nos messages clés. Et on va finir par une activité en sous-groupe là, dans les salles où on regardera un peu vos présentations puis la façon dont on peut vous aider à formuler les messages clés pour mieux présenter vos données dans les congrès. Donc, je vais débuter par me présenter. Donc, Mélanie, comme Émilie l'a dit, je suis coordonnatrice scientifique au CRIPCAS depuis 2012. Parmi mes fonctions, je suis responsable des initiatives de rayonnement, de vulgarisation, de transfert. Puis ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2012, ça a énormément évolué, le transfert de connaissances, la vulgarisation. Quand j'ai commencé en 2012, c'était pas mal des mots à la mode, si on peut dire. Puis les chercheurs avec qui je travaillais ne savaient pas trop ce à quoi ça faisait référence. Au-delà, par exemple, du simple transfert de connaissances vers les milieux de pratique, les intervenants, faire du transfert et de la vulgarisation pour un grand public, par exemple, c'était quelque chose qui était nouveau carrément dans le domaine de la recherche scientifique, puis où beaucoup de chercheurs étaient frileuses aussi à vouloir s'avancer sur des implications un peu plus générales, par exemple, pour présenter leurs données. Donc, on est encore très habitué aux présentations scientifiques dans des congrès vraiment classiques, comme le format article, introduction, revue de littérature problématique, métaux, avec des présentations de résultats euh, très lourd au niveau visuel, par exemple, avec des graphiques, avec des tailles d'effets, des pourcentages de variance expliqués. Et même dans nos premières initiatives de vulgarisation scientifique au CRIPCAS, on était encore beaucoup dans ce mode-là à transmettre vraiment des résultats de manière non vulgarisée. Et donc, je vous dirais que on a nos premières initiatives là, en vulgarisation scientifique au CRIPCAS, on avait commencé par faire des capsules scientifiques en pensant que là, on venait de régler le problème, de trouver une solution, de rendre les connaissances de la recherche accessibles, par exemple, aux intervenants des milieux de pratique. Mais en fait, ça se trouvait à être des mini-articles scientifiques résumés en 2 pages, avec encore une fois un langage qui était difficile à saisir, avec beaucoup de jargon et surtout beaucoup de complexité au niveau des résultats puis de la compréhension qu'on doit faire des résultats, parce que souvent, c'est ça que les gens, finalement, veulent savoir et veulent mieux comprendre. Dans les années qui ont suivi, on a commencé à développer des capsules infographiques. Vous en avez sûrement vu beaucoup passer aussi à travers les années. Ça a énormément changé. Les premières capsules, on était encore dans une optique où on essayait de dire beaucoup de choses et même il y avait des capsules qui finissaient par être tellement longues dans les formats là, qu'on avait avec les logiciels que finalement, on perdait l'essence des messages clés, puis surtout, on avait de la difficulté à identifier c'était quoi le principal message clé. On était perdu un peu dans les visuels aussi à cette époque-là, donc ça a beaucoup, beaucoup évolué. Je voudrais que quand le comité étudiant est arrivé au CRIPCAS en 2020, ça a vraiment donné un nouveau souffle pour se concentrer sur ces nouvelles initiatives-là, puis développer vraiment les initiatives du CRIPCAS avec le besoin des étudiants, puis avec les étudiants. Et parmi les premières initiatives qu'on a développées, c'est celle que j'ai mis là, en bas à gauche, c'est les capsules du concours synthèse qui se trouvait à être un peu un concours, un peu comme à la phase de vulgarisation ou dans une capsule de 3 minutes, une capsule vidéo. Les étudiants étaient appelés à résumer l'essentiel de leurs travaux de recherche puis leurs messages. Donc, c'est la première fois qu'on rendait des messages par le biais de capsules vidéo. C'était intéressant, puis on a encore beaucoup appris aussi à travers les différentes éditions de ce concours-là. Ce qu'on aimait de ce concours-là, c'est que ça nous permettait de le déployer un petit peu plus au grand public, puis de diffuser ces capsules-là à tous les gens qui sont intéressés finalement à nos problématiques de recherche parce que faut quand même se rappeler qu'on travaille sur des thématiques, notamment au CRIPCAS, puis probablement vous dans vos travaux aussi. Je veux dire, on n'est pas en chimie ou en physique, là, on est dans les sciences sociales ou les sciences de l'éducation.
On travaille sur des thématiques où il y a beaucoup à dire et où la population, le grand public, aimerait avoir des pistes peut-être pour mieux comprendre ce qui se passe ou ce qui leur est arrivé. Donc, c'était la première initiative là, vraiment avec les capsules synthèse. À travers les années, ben, quand Eliane est arrivée dans le comité étudiant, elle va vous en parler tantôt, mais elle a développé, elle a mis sur pied le blog Trace. Donc, c'était une autre initiative, mais là, sous format écrit, de faire de la vulgarisation scientifique. Donc, je suis impliquée depuis les premières éditions là, du blog à réviser les contenus. Même pour nous, c'était encore difficile d'aller rechanger un peu la formule classique d'introduction méthodologie avec l'entonnoir, un peu comme on va vous présenter tantôt. Donc, on a appris beaucoup le blog qui est publié là, sur le site du Labo Trace. Ensuite, on a développé la page Instagram Cripcast avec le comité étudiant, qui est encore une autre façon de faire de la vulgarisation avec des carousels. Vous connaissez probablement le format. Où là, il faut vraiment extraire des messages très brefs parce qu'on a maximum 10 vignettes là, de carrousel qu'on peut mettre. Donc, c'est encore une fois un bel exercice là, pour sélectionner les messages clés. Euh, bref, il y a eu plusieurs initiatives au Cripcast, puis ça m'a amené bon, à développer cette expertise-là, puis ce goût de faire du transfert de connaissances, puis de la vulgarisation scientifique. Et puis, depuis les dernières années, je suis consultante autonome et vulgarisatrice scientifique. Notamment, je travaille sur un projet avec Eliane et des chercheurs du centre de recherche et des partenaires des milieux pour développer des capsules pour les jeunes, pour les adolescents et aussi pour les adultes, les parents, les adultes dans la vie des jeunes, pour les sensibiliser sur différents enjeux des relations intimes à l'adolescence. Fait que ça, c'est le troisième exemple là, que vous voyez ici à droite. Donc, on développe sur des thèmes, des messages où on va transmettre, par exemple, des données de la recherche, par exemple, des prévalences ou des descriptions intéressantes issues de la recherche. Et on va ensuite extraire des pistes de réflexion, puis des pistes d'action aussi pour que les personnes qui lisent soient capables de mettre en pratique les différents messages. Puis ce qui est intéressant de ce projet-là, c'est que on doit adapter, par exemple, sur un même thème, les messages aux jeunes et les messages à leurs parents. Donc, ça nous amène à vraiment se questionner sur comment ils vont être reçus, comment trouver les bons mots, comment aller les chercher finalement euh, pour que les messages soient bien intégrés. Donc, voilà pour moi. Eliane, je vais te... OK, voilà, à ton tour. Oui, donc je vais aller assez rondement parce que, bon, je pense qu'il y a peut-être déjà certaines personnes qui ont, ben, il y a aussi plusieurs projets qu'on a fait en commun là, avec Mélanie. Mais pour faire des liens avec la formation d'aujourd'hui, ce qui m'a amené en fait à m'initier à la vulgarisation scientifique et la mobilisation des connaissances, c'est que au début de mon doctorat, on avait discuté dans un séminaire doctoral de comment est-ce que des fois, il y avait des personnes qui se mobilisaient sur les réseaux sociaux sans avoir une expertise pour parler de certains sujets. Et à l'inverse, comment est-ce que les connaissances scientifiques avaient de la difficulté à se rendre au grand public. Donc, c'est dans cette foulée-là que j'ai fondé la page Instagram du Lab Trace. Puis que par la suite, je me suis dit, ben, on pourrait aussi varier les messages qu'on va distribuer au grand public en fondant le blog Trace. Donc, il y a d'ailleurs déjà un texte qui a été coécrit là, par une des étudiantes de Sylvie sur les violences sexuelles en milieu sportif. Puis, éventuellement, tout ça, ça m'a amené aussi à questionner, en fait, la façon dont on communique la science, incluant, par exemple, en congrès, parce que des fois, on tient beaucoup pour acquis que c'est un public scientifique qui est là, puis des fois, c'est le cas, mais on va présenter certaines analyses sans nécessairement que tout le monde soit des personnes expertes de toutes les analyses. Donc, l'objectif aussi aujourd'hui de présenter en fait comment est-ce qu'on peut faire preuve de plus de créativité dans le cadre des congrès, mais c'est qu'il y a le colloque de la Chassis qui s'en vient prochainement, mais aussi vous aurez fort probablement dans le cadre de votre parcours d'autres opportunités de faire de la mobilisation des connaissances puis de rendre vos résultats plus accessibles pour un public qui ne maîtrise pas exactement vos analyses que vous présentez. Puis voilà, fait que dans le cadre aussi de ce fort intérêt que j'ai
pour la vulgarisation, mais j'ai commencé à être la coordonnatrice à la mobilisation et la vulgarisation des connaissances pour le collectif Sage-Femme. Puis, depuis très récemment, là, je suis devenue la conseillère à la mobilisation et au rayonnement pour le CRIPCAS. Fait que je suis très contente de ça parce que ce sont deux équipes avec qui j'avais des affiliations là, en tant qu'étudiante. Et puis, je vais pouvoir continuer de collaborer avec plein de personnes que j'apprécie beaucoup puis avec qui j'aime travailler, incluant Mélanie. Donc, ça fait le tour pour ma présentation. Mélanie, est-ce que tu peux aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Donc, les bases de la vulgarisation scientifique. En fait, je vais vous présenter la différence un peu textuelle entre la communication et la vulgarisation. Donc, tout ce qui est communication scientifique, ça implique de transférer, donc d'énoncer certains messages, pas nécessairement de façon accessible au grand public par rapport à la science. Donc, quand on parle d'articles scientifiques, c'est une forme de communication scientifique. Quand on parle de rapports de recherche, c'est aussi une forme de communication scientifique. Quand on parle de vulgarisation, on parle plutôt de rendre digeste nos résultats de recherche pour un public non formé. Donc, si je vous envoie une question, la question qui est dans la bulle, je vous invite à répondre soit par chat, vous pouvez aussi lever votre main là, puis activer votre micro. Selon vous, le fait de communiquer en congrès, est-ce que c'est de la communication, de la vulgarisation, les deux? On a les deux. Ouais. Euh, Parfait. Merci. C'est bien ça la bonne réponse. En fait, on communique la science, peu importe qu'on soit, quelle forme de communication est-ce qu'on choisit quand on va transférer, tu sais. Fait que dès qu'on a nos résultats de recherche puis qu'on va les appliquer dans un médium qui va être destiné à ce que d'autres personnes le consultent, on fait de la communication. Mais une communication en congrès n'est pas toujours de la vulgarisation. Fait que ça dépend comment est-ce qu'on la fait. Puis c'est là l'importance, en fait, de s'assurer que nos messages clés et nos résultats de recherche en communication en congrès sont bien accessibles pour le public. Des fois, le public est composé uniquement de personnes chercheuses, des fois surtout de personnes professionnelles qui œuvrent dans notre domaine, des fois de décideurs politiques, puis des fois on a même des personnes expertes de vécu qui ont déjà vécu les problématiques sur lesquelles on va communiquer. On est, bon, pour la plupart, là, dans le domaine des violences interpersonnelles, violences dans le milieu du sport. Je ne sais pas si dans votre milieu, c'est une pratique fréquente d'inviter des personnes expertes de vécu, mais c'est tellement génial de pouvoir avoir ces personnes-là qui ont vécu des expériences hyper parlantes en lien avec nos objets de recherche, pouvoir comprendre, qui peuvent comprendre aussi les résultats de recherche qu'on leur transmet. Fait que ça fait juste renforcer, en fait, là, la pertinence aussi de s'assurer que nos messages sont digestes. Surtout que des fois, on présente des analyses qui sont hyper sophistiquées, puis que même des personnes expertes ne vont pas connaître dans notre domaine. Donc, essentiellement, ce qui est intéressant aussi au niveau de la vulgarisation, ben, c'est qu'on a une portée qui est beaucoup plus grande, un potentiel de portée qui est plus grand. Donc, si je fais de la recherche, puis que je fais mes analyses, puis que je fais des rapports de recherche même qui sont de la communication scientifique, mais généralement qui ne sont pas publiés dans des endroits où j'aurai beaucoup d'impact, comme par exemple une revue scientifique, ben, mon contenu, en fait, toute mon analyse de données peut être très dense sans nécessairement qu'au final, j'ai beaucoup de personnes qui voient ces résultats-là pour lesquels d'habitude j'ai mis énormément d'efforts. Donc ça renforce aussi l'importance de faire en sorte que dans une responsabilité éthique aussi de reliée à la recherche, qu'on s'assure de rendre nos résultats le plus digestes et accessibles possible. Puis ça, des fois, ça implique aussi de diversifier les messages qu'on va passer à notre audience cible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait vulgariser ces communications en congrès? Je l'ai un peu couvert, mais c'est vraiment de s'assurer de rendre la recherche qui est compréhensible, de façon compréhensible à des personnes qui ne sont pas expertes. Et même des fois, les personnes qui sont des soi-disant
expertes, sont pas toujours experts de nos méthodologies, de nos variables, de nos devis d'études, peuvent avoir des niveaux de formation différents. Tu sais, mettons que je commence ma maîtrise, ben, j'ai peut-être pas accès au même niveau de compréhension que si je suis chercheur établi dans un domaine. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de toujours vulgariser, de toujours résumer, de synthétiser, de reformuler de façon à ce que nos messages clés soient davantage accessibles. Puis, quand il y a des personnes gestionnaires, décideurs publics ou intervenantes qui assistent à nos congrès, mais on s'assure aussi que on n'est pas juste dans une pertinence scientifique de communiquer notre science, mais aussi qu'on répond à un besoin de pertinence sociale. Donc, les personnes qui interviennent et qui sont pas dans le milieu académique spécifiquement vont vraiment œuvrer auprès d'autres personnes et vont avoir un impact sur la vie des gens. Donc, si je m'assure que mes données sont bien comprises, que mes messages clés sont accessibles, je m'assure que ma recherche, elle est faite de sorte à avoir plus d'impact pour la société, pour la population qui est ciblée par les études. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Puis, bon, il existe aussi différents niveaux de vulgarisation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à tenir en compte. On va beaucoup parler des 5 W parce que c'est plus facile de se le rappeler que si on le traduit en français. Essentiellement, c'est who, what, why, where, puis when. C'est juste qu'en français, ça serait les 4 Q et le 1 P. C'est un petit peu moins accessible comme truc. C'est pour ça qu'on dit 5 W, c'est un anglicisme. Mais en gros, comment est-ce que je communique la science avec quel médium dans le cadre d'un congrès portant sur quelle thématique et qui va être l'audience composant ce congrès-là? Ça va vraiment affecter aussi comment est-ce que je vais diffuser mes messages. Je vous donne un exemple personnel qui était un échec personnel. Je ne sais pas à quel point on peut qualifier ça d'échec, mais c'est une leçon, clairement. L'année passée, puis aussi, c'est ça, c'est des fois, c'est pas non plus, c'est pas toujours la possibilité qu'on a de rendre accessibles nos résultats. Puis on est tellement habitué de fonctionner selon le modèle scientifique de intro, métaux, résultat, conclusion, qu'on peut en arriver vite à oublier que c'est important de reformuler ce qu'on fait. Donc, l'année passée, j'ai soumis un data blitz à la présentation au colloque du Scriptcast, puis j'ai présenté des analyses quand même assez sophistiquées. C'était de la modération en APIM. Donc, c'est de tenir compte de comment, en fait, les variables d'une propre personne vont affecter son propre parcours, mais aussi comment les variables d'une personne vont affecter celles d'un ou d'une partenaire. Dans mon cas, c'était des partenaires de couple. Puis, tu sais, je me suis fait dire après qu'il y avait des intervenants dans la salle qui avaient comme absolument rien compris de mes résultats. Puis, pourtant, ces résultats-là avaient vraiment une belle portée scientifique et d'intervention. Donc, ça, c'est dommage quand ça arrive. Puis c'est justement ça qu'on veut éviter. Puis c'est pour ça qu'on s'est fait approcher par l'équipe de la chaire CIM. C'est que vous avez la chance, dans le cadre du colloque, d'éviter ce genre d'écueil-là. Fait que voilà, c'est important d'adapter ses messages à cause de cette pertinence-là, de faire en sorte que nos résultats ont vraiment toute la portée qu'ils méritent. Donc, en fonction justement du temps que j'ai pour présenter, de si je présente une présentation orale ou une affiche, du congrès où je suis, il faut que j'adapte comment est-ce que je vais communiquer. Puis ça, là, c'est vraiment une règle d'or générale pour la vulgarisation et la communication scientifique en général. Si je vais parler en 5 minutes à la radio versus si je vais faire un épisode de podcast d'1 heure, si je rédige un article de blog versus si je présente une infographie, puis dépendamment de mon audience aussi, toutes mes façons d'adapter mes messages vont devoir être personnalisées, adaptées. Donc, c'est ça qui est intéressant, mais qui peut parfois poser un défi avec la vulgarisation, c'est qu'on doit faire preuve de créativité, s'adapter. Puis dans le milieu de la recherche, c'est pas toujours évident ça, parce qu'on se fait apprendre la rigueur, il faut faire preuve de nuance, il faut faire ci, il faut faire ça pour s'assurer que on répond bien à nos conclusions. Puis je pense que des fois, ça peut nous limiter, puis ça peut nous enfermer dans des boîtes sur notre capacité à se dire, ben écoute, ici, je peux être un petit peu plus funky, je peux sortir du cadre que je connais parce que les gens qui vont m'écouter, ils comprendront pas si j'utilise le mode scientifique habituel. Donc, c'est ça la vulgarisation finalement, c'est de travailler
d'autres aptitudes que celles qu'on se fait parfois apprendre là, au niveau de notre formation académique. Puis aussi, quand on vulgarise, c'est vraiment très, 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 très important de tenir pour acquis que certains des concepts qu'on étudie ont de fortes chances de ne pas être connus de la même manière par le public. Donc, si je parle de rôle de genre à la population générale versus au sein d'une communauté académique versus au sein d'un public intervenant, il n'y aura probablement pas la même compréhension, la même façon de se représenter ce concept-là. Je vous donne aussi juste un petit exemple vécu, mais quand j'administrais la page de l'Abtrace, à un moment donné, on avait fait un sondage, puis tu sais, je vous dis, notre page, elle est destinée au grand public, mais on a quand même beaucoup de personnes qui étudient en sexo, en psycho et tout ça, qui nous suivent. Puis, j'avais demandé, est-ce que tu connais le concept de l'attachement amoureux? Puis j'avais seulement une personne sur deux qui savait ce que c'était. Fait que ça, là, c'est la partie, selon moi, la plus difficile quand on est dans une bulle académique, c'est de constamment se demander si j'étais quelqu'un du grand public, est-ce que je comprendrais ce mot-là? Puis même si ça fait des années que je me pose cette question-là, j'échappe encore des balles des fois. Fait que c'est normal aussi d'en échapper soi-même, surtout quand on commence. Mais c'est vraiment une question, je trouve, qui est essentielle à se poser quand on doit se mettre à niveau, justement, puis s'assurer que les gens nous comprennent dans la mesure du possible. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oh, c'est à mon tour. Donc oui, savoir adapter les messages, comme dit Eliane, d'abord, je pense que la première chose à faire, c'est de, comme on a dit, de vérifier auprès du colloque là, ou du congrès si c'est possible de modifier la structure. Il y en a pour lesquels c'est pas possible. Mais il y a beaucoup, beaucoup de colloques d'organisation qui maintenant vont prévoir des formats différents, des formats, par exemple, des data blitz, qui se trouvent à être donc en 5 minutes, 5 à 7 dates, présenter sous format oral là, ces résultats. Il y a des affiches infographiques, il y en a on peut former des capsules vidéo. Donc, il y a différents formats qui sont possibles. Puis, comme Eliane a dit, c'est vraiment essentiel de l'adapter à un public non scientifique parce que, comme elle dit, l'auditoire qui va composer notre public, puis on donne l'exemple du colloque du Scriptcast, là, mais il y a des décideurs publics, il y a des professionnels issus des milieux, il y a des intervenants, il y a aussi des étudiants de tous les niveaux et il y a des chercheurs. Et ben, tous ces gens-là viennent avec un niveau de connaissance, comme l'a dit Eliane, mais ils viennent aussi avec des attentes, souvent puis des besoins spécifiques à savoir, moi, je vais à ce colloque-là parce que je veux mieux comprendre là, comment bien intervenir auprès des violences interpersonnelles, par exemple. Mais ils viennent vraiment avec des besoins, des attentes, puis souvent, pendant les présentations orales du colloque, je me retourne un peu pour voir les réactions des gens. Puis, c'est vrai que les intervenants, des fois, on va carrément perdre leur attention après quelques minutes juste parce que on a des graphiques, on a des tailles d'effets, des pourcentages de variance expliqués, on a des super beaux modèles qui, si c'était juste un colloque pour des étudiants et des chercheurs, seraient tout à fait adaptés. Mais quand on a dans notre auditoire la variété de ces personnes-là, il faut se rappeler qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qui est important pour eux de savoir et surtout, puis ça, on va en parler tantôt aussi, au-delà du fait de changer l'ordre de présentation, il faut être capable de sélectionner les messages clés, puis pas être dans la posture où on essaie de tout dire et de tout nuancer et de tout expliquer, parce que là, on va perdre finalement le message à travers toutes les informations qu'on va transmettre. Fait que des fois, quand nous, on fait des sondages de satisfaction après les colloques pour apprendre un peu les différents formats, qu'est-ce que convenu, qu'est-ce que les gens ont appris, puis des fois, les gens vont nous dire, ben c'était super intéressant, on a parlé de tel, par exemple, tel programme de prévention, mais j'ai pas tout compris. Là. Fait que finalement, ils repartent de là à leurs collègues puis ils disent, ouais, ben, j'ai appris des choses, mais je sais pas c'est quoi j'ai appris. Donc, c'est super important de penser à ça, de penser aux connaissances qu'ils viennent chercher. Et donc, si les idées sont bien adaptées au public qu'on a devant nous, ça va leur permettre de les intégrer. Et comme dit Eliane, ben, de renforcer la pertinence là, de notre message pour toutes, puis la pertinence de nos travaux de recherche. Donc, dans les cas où c'est possible d'ajuster le format conventionnel pour vos présentations, voici donc des astuces qui pourraient vous permettre de réussir.
puis dans l'ordre ou dans le désordre, mais donc on parle en premier d'intéresser rapidement son public, soit au niveau cognitif, émotionnel, expérientiel. Bon, par exemple, au niveau cognitif, on peut utiliser des faits surprenants ou des statistiques qui sont intrigantes comme amorce de notre présentation. Au niveau émotionnel, on peut raconter des expériences personnelles ou alors des exemples d'expériences individuelles qui sont inspirantes. Au niveau expérientiel, on peut créer des expériences interactives avec les participants ou des activités qui les permettent de s'impliquer aussi ou de vivre des expériences là, selon le type de présentation qu'on fait. Euh, donc, c'est important de les intéresser rapidement, de capter l'attention. Donc, ça permet aussi de situer un peu l'importance de ce qu'on fait et pourquoi on vient leur présenter. Une autre astuce, c'est de donner un contexte au message qu'on essaie de passer. Encore une fois, pour aller déposer un peu comme cette présentation-là dans une pertinence, dans une cohérence par rapport à ce que les gens peuvent vivre ou, par exemple, un contexte social. Si on parle, par exemple, des années où on était dans les mouvements #MeToo, toutes les dénonciations, par exemple, en violence sexuelle sur les réseaux sociaux, mais c'est sûr que c'était des choses qui teintaient un peu toutes nos présentations dans les colloques. Donc, donner un contexte, c'est important, un contexte interpersonnel aussi, pour situer un peu les messages qu'on essaie de transmettre. Se faire comprendre, je vous dirais que c'est ça qui est vraiment l'élément clé. Comme disait Eliane, des fois, on utilise des termes qui, même après plusieurs années, on pense que le terme est simple, que le terme n'est pas de jargon, mais finalement, il est mécompris par les gens. Donc, de se pratiquer avec les gens autour de nous qui n'ont pas de formation ou qui n'ont pas un profil similaire. Je vous donne par exemple les travaux de vulgarisation qu'Eliane et moi réalisons en ce moment là, pour les jeunes puis leurs parents sur les enjeux des relations interpersonnelles à l'adolescence. Ben, on est en train de retourner vers des parents puis des jeunes pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les termes, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelque chose? Puis c'est vraiment intéressant, même après des mois, de travailler nous-mêmes avec cette idée-là de la vulgarisation puis tenter nous-mêmes de démêler ces éléments-là, on en a échappé encore, puis ça nous éclaire vraiment de voir, hop, s'ils ont accroché sur tel élément. Fait que se faire comprendre, faut se pratiquer, faut voir avec les gens autour de nous. Euh, Ensuite, faire un usage prudent des quantités et des statistiques. On a tendance à présenter beaucoup de chiffres, des pourcentages avec des décimales. Des fois, les gens ne comprennent pas trop non plus quand on parle des effets qui sont significatifs ou pas. Bref, quand on présente des chiffres, il faut pouvoir bien les représenter visuellement. Puis c'est généralement pas avec le output SPSS, avec les diagrammes qui sont très complexes qu'on retrouve des fois dans des présentations pour les colloques. On peut utiliser, par exemple, des diagrammes plus à barres qui sont simples ou des icônes aussi. Par exemple, quand on veut noter la proportion, au lieu de dire que c'est une personne sur 50% des gens, mais là, c'est une statistique qui est facile, mais de représenter par exemple une personne sur deux, de mettre des petits bonhommes, des petits icônes de personnes. Donc, visuellement, ça va attirer un peu plus la personne, de mieux comprendre aussi, saisir les pourcentages, les proportions. D'autres astuces aussi, ancrer ces données, les messages dans des situations qui sont parlantes pour le public. C'est toujours gagnant de faire, par exemple, des mises en situation. Dans le cas de nos travaux, par exemple, au CRIPCAS, on a souvent des exemples cliniques où on peut rapporter les choses qui ont été réfléchies par rapport aux situations qu'on présente ou aux données qu'on présente. On veut faire penser aussi aux participants à quand ils interviennent. Puis ça, c'est intéressant parce que à travers les messages qu'on transmet, on veut amener les gens à réfléchir à comment ils réagissent des fois ou comment ils pensent, c'est quoi leurs attitudes ou leurs comportements pour les aider à revoir, à avoir une certaine réflexion sur les messages qui sont transmis puis comment ils peuvent être adaptés là, dans leur vie. On peut leur poser des questions pour les faire réfléchir. Ça va dans le même sens aussi. Puis,
quand on parle de la complexité, parce que c'est sûr que même si on essaye de dégager l'essentiel, des fois, on a des modèles ou des résultats à présenter qui ont plusieurs variables, par exemple, ou où il y a plusieurs messages qui sont importants à retenir. Comme je vous disais, c'est important de faire le ménage dans les messages, mais quand il y en a plusieurs, de les amener en couches successives, puis de commencer par le message clé le plus important à retenir. Et je dirais même de le répéter quelques fois dans la présentation, ce message-là, de l'isoler même visuellement sur une affiche là, comme ça, et de se donner des pauses aussi entre les informations qui sont plus difficiles à comprendre, parce que si on fait juste enchaîner les messages clés un après l'autre, on laisse pas le temps aux personnes de bien les assimiler finalement, de bien les comprendre. Donc, on peut aussi alterner un message clé, une question, préparer des questions, d'avoir comment ça vous fait réagir, ce message-là, est-ce que vous y avez déjà pensé? Puis des fois, en rebondissant comme ça avec le public, ça va amener des questions qui vont être utiles pour tout le monde, puis ça va amener aussi des éclaircissements sur des thèmes peut-être ou des choses qui n'étaient pas claires. Les pièges à éviter, ben, le jargon scientifique, on en a parlé, comme c'est une importance vraiment capitale dans notre domaine de faire attention au jargon, de pas trop en mettre. Quand il y en a, de le définir, en tout cas, quand il y a des termes ça arrive, là, qu'on a des termes qui sont importants de conserver, mais de les définir, de les restreindre au minimum. Et comme disait Eliane, ben, de se demander si un jeune, finalement, de 15-16 ans connaîtrait ce terme-là, ou votre mère, ou votre père, ou quelqu'un de vos entourages. Si vous n'êtes pas certain, il y a des outils qui existent en ligne. Il y en a un qu'on vous a mis ici qui s'appelle Scholarius. C'est très simple, c'est un outil sur Internet où vous pouvez, gratuit, là, où vous pouvez aller copier-coller un texte, puis ça va vous dire le niveau de difficulté du texte en fonction, par exemple, de la longueur des mots, des phrases, des paragraphes. Puis ça va l'identifier selon les différents niveaux scolaires. Par exemple, est-ce que c'est du niveau universitaire ou du niveau collégial ou du niveau secondaire ou primaire? Fait que des fois, par exemple, si vous faites des présentations, ça peut arriver que vous allez présenter, puis il y a même, comme dit Liane, il y a des personnes du grand public. S'il y a des plus jeunes, s'il y a des ados, ben, il faut adapter ce langage-là. Fait que ça peut nous aider aussi à adapter notre niveau de langage. Quand on a plusieurs concepts aussi à présenter dans un court laps de temps, on essaye de donner des définitions qui sont vulgarisées. On essaye de minimiser aussi le nombre de concepts qu'on va présenter. Quand il y a un concept plus général, par exemple, qui permet de bien donner des exemples, on n'a pas besoin d'aller dans toutes les précisions non plus. Donc, ça reste à revenir à l'essentiel finalement des messages, comme je disais tantôt, pour ne pas noyer ce message-là à travers tous les autres. Mélanie? Oui. Ouais, excuse, je ne savais pas si tu avais vu ma main. Je Non. voulais juste aussi rajouter là, par rapport à Scholarius, puis la question, est-ce qu'une ou un jeune de 15-16 ans connaîtrait le concept? C'est pas pour infantiliser notre auditoire, c'est juste que le niveau de langage moyen de la population, c'est niveau secondaire. Fait que, tu sais, il faut garder en tête qu'il y a des gens, tu sais, qui peuvent des fois avoir un niveau de littératie plus faible et tout ça. Puis, tu sais, il y a quand même certains niveaux d'analphabétisme fonctionnel dans la société hein, aussi. Fait que, tu sais, il y a des gens qui peuvent avoir un diplôme universitaire, puis quand même des concepts qui sont très abstraits, ça peut être plus difficile à comprendre. Fait que c'est pour ça que le truc de jeunes de 15-16 ans, c'est une bonne question à se poser pour ces raisons-là. Pas parce qu'on pense que le monde est con, là, juste parce qu'on veut faire preuve d'inclusion aussi, puis se rapprocher de notre auditoire. Puis sur le logiciel Scholarius, c'est recommandé, le cas échéant, quand on copie-colle un texte, de s'assurer qu'il est de niveau secondaire. Fait que, tu sais, mettons que vous avez un niveau initié, là, vous avez vraiment un indice là, que, il y a des chances que vous échappiez plusieurs personnes entre les mailles du filet. C'est juste ça que je voulais rajouter. Merci, Eliane. Ensuite, donc, comme piège, je vais au deuxième point, donc mal naviguer la corde raide que la communication scientifique. Des fois, on va tenter de capter l'attention avec du sensationnalisme, en gonflant une statistique ou en n'indiquant pas toutes les nuances, par exemple. Ou alors, on va donner une opinion non experte. Hein. C'est sûr qu'on travaille en plus dans un milieu avec des thématiques qui sont sensibles, qui viennent peut-être nous chercher sur un plan personnel aussi.
mais il faut faire très attention aux opinions non expertes, au sensationnalisme, pour plusieurs raisons. D'une part, ben, ça affecte votre crédibilité. En exagérant ou en dramatisant des faits, on risque de perdre un peu la confiance de l'auditoire et de nuire un peu à la qualité des informations qui sont transmises. Ça affecte aussi l'objectivité dans le sens où, par exemple, les opinions personnelles peuvent introduire des biais, puis ça peut influencer aussi la manière que l'information va être perçue par les gens. Et ça affecte la pertinence, je vous dirais, parce que le sensationnalisme peut détourner l'attention du véritable sujet de la présentation. Donc, il faut vraiment faire attention à ces éléments-là bref, utiliser les nuances qui sont importantes lorsque c'est nécessaire. Enfin, un dernier piège à éviter, puis ça ne vous surprendra pas, c'est celui de ne pas écrire des longues phrases, ne pas mettre trop de texte dans les présentations. Si vous avez, par exemple, si vous faites là, on parle de présentation orale beaucoup, mais dans les colloques, vous avez souvent présenté des formats d'affiches. Puis des fois, les affiches scientifiques, même s'ils sont imprimés, je ne sais pas exact le format, mais c'est assez gros. Des fois, il y a tellement d'informations, il y a tellement de phrases, il y a tellement de textes. Donc, remplacer au maximum aussi les deux points, les points-virgules, les virgules par des points et retirer les mots inutiles. On se rend compte que ça peut vraiment beaucoup aider là, les participants à suivre. Est-ce qu'il y avait j'ai vu le chat qui a popé, mais je ne sais pas s'il y avait une question. Est-ce qu'il y avait une question? Je m'en occupe, c'est correct. OK, c'est bon. OK, ça c'est pour toi, Yann. OK, bon, mais je vais finir de répondre à la question à l'oral dans ce cas-là. C'est ça, il faut juste s'assurer avec ChatGPT ou d'autres logiciels similaires d'intelligence artificielle, si on leur demande de simplifier, qu'on relie quand même, parce que des fois, c'est pas parfait non plus, là. Fait qu'il faut quand même s'assurer que, par exemple, un terme n'est pas traduit pour un autre qui veut pas exactement dire la même chose. Mais c'est ce genre de logiciel-là peut vraiment aider maintenant avec la vulgarisation, la simplification. Donc, au niveau là, de comment est-ce qu'on peut communiquer justement de façon vulgarisée, il faut répéter l'importance de la nuance. Donc, quand Mélanie disait tout à l'heure que la communication et la vulgarisation scientifique, c'est un peu une corde raide là, qu'on doit naviguer, puis la ligne peut parfois être brouillée entre justement sursimplifier, ce qui fait en sorte qu'on perd la nuance du phénomène et rester dans quelque chose qui est un peu indigeste pour un public qui est non formé dans notre domaine de recherche, par exemple, ou sur une variable spécifique ou sur une méthodologie spécifique. Donc, il faut quand même garder cette nuance-là puis la répéter aussi. Par exemple, de dire, ben, on est en sciences sociales, les phénomènes sociaux vont généralement pas affecter les gens tous de la même façon. Donc, je vous transmets cette conclusion-là, mais il faut en faire preuve, il faut l'utiliser avec prudence, par exemple. Ce genre de formulation. Au niveau quantitatif, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, puis qui est souvent confondu auprès d'une population qui n'est pas experte, c'est de différencier un effet causal d'un lien. Donc, la plupart de nos études en sciences sociales n'ont pas des devis qui permettent d'établir un lien causal, fait que rappelez-le ça. On a une association, on sait que les deux sont reliés, mais on ne sait pas si, par exemple, jouer sur l'accès aux soins de santé va affecter la santé ou si c'est le fait de travailler la santé des gens qui font en sorte qu'ils ne se sentent plus à l'aise de consulter les services de santé. Je vous donne un exemple très concret, mais pas nécessairement relié à vos objets. Fait que ça, c'est important de le rappeler. Puis, en Cali aussi, quelque chose qui est important puis qu'on oublie des fois, c'est de rappeler l'importance qu'on ne peut pas nécessairement généraliser. Puis nos résultats Cali sont souvent campés dans un échantillon homogène, etc. Puis que c'est pas non plus le propre de ces recherches-là, là, de pouvoir permettre d'extrapoler à une population générale, mais plus de décrire un phénomène en profondeur. Fait que de voir, selon vos résultats de recherche, comment est-ce que ça s'applique à votre problématique, à vos résultats et à vos messages clés, mais de ramener, en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans cette recherche-là, puis qu'est-ce que ça implique, pas juste en termes des analyses que j'ai faites, puis mes variables d'intérêt, mais aussi
le processus de recherche que j'ai utilisé, qu'est-ce que ça m'a permis de faire finalement, puis comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, quelques exemples de données vulgarisées. J'ai commencé par un facile. L'analyse qualitative, là, c'est vraiment important de présenter vos extraits de verbatim parce que ça aide vraiment à humaniser, à donner un ton qui est plus affectif aux données. Souvent, les gens vont se sentir plus proches de votre recherche. Je pense que dans la très grande majorité des cas, on voit que les gens vont utiliser des extraits de verbatim, mais tu sais, si vous avez un espace limité, dans votre format de présentation, c'est peut-être mieux de prioriser la citation que de prioriser autre chose. Bien entendu, si après ça, vous êtes capable de donner un sens à tout ça puis de le réinterpréter là, à l'aide d'un message clé. Mais des fois, votre message clé pourrait être soutenu d'une citation particulièrement parlante là, pour votre public aussi. Je vous ai mis un exemple pour une analyse de modération. Donc, dire que le sentiment d'efficacité personnelle puis là, je dis n'importe quoi, hein, je suis pas experte de ce domaine-là, là. Fait que si ce que j'ai dit, si ce qui est écrit là, c'est pas tout à fait vrai, voyez-le comme un exemple fictif, mais que le fait de travailler le sentiment d'efficacité personnelle, ça pourrait avoir un effet protecteur des personnes qui ont vécu des violences sexuelles en milieu sportif pour éviter qu'elles développent ou minimiser les symptômes de stress post-traumatique. C'est plus facile à comprendre que de dire le sentiment d'efficacité personnelle a un effet modérateur sur le lien qui unit l'expérience de violence sexuelle et, tu sais, fait que de rendre plus concret quelque chose qui peut sonner très abstrait, là, surtout pour les études de médiation puis de modération. Je pense que des fois, on peut se perdre un peu dans du pelletage de nuages. Puis concrètement, pour les gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, pour des analyses de régression, au lieu de présenter, par exemple, des coefficients ou, bon, on peut dire, par exemple, si j'ai une régression logistique, qu'est-ce que mon coefficient veut dire? Ou mon bêta, par exemple, qu'est-ce qu'il veut dire si j'ai une régression linéaire? Fait que d'aider vraiment les gens, des fois en appuyant ces coefficients-là par des graphiques, quitte à, tu sais, si on a des gens qui sont vraiment calés en stats puis qui veulent savoir, ben, habituellement, on a des périodes de questions, puis on a des échanges informels, des périodes de réseautage dans les colloques. On peut aussi se préparer des annexes puis des supports visuels additionnels pour présenter ces stats-là sans que ça soit l'essentiel de notre message. Euh, voilà. Prochaine diapo. Oui. Maîtriser son discours. Eh bien, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que sur ce qu'on a présenté à date ou est-ce qu'on continue? C'est bon? D'accord. OK. Donc, je vous disais tantôt qu'on allait parler de leur oratoire parce que, oui, il y a une question. Lara. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok, je pense que vous ne me voyez pas. Ah, désolée, il y a un petit... Ah, ok. J'ai une question au niveau de la présentation des résultats. Tu sais, vous avez parlé des analyses de régression puis de modération, puis mettons, si vous avez un visuel, est-ce que vous y allez vraiment en utilisant des phrases, des mots-clés? C'est quoi qui est vraiment optimisé pour la présentation du visuel plutôt qu'à l'oral, mettons? Ben, je te renverrai la question. Je pense que ça dépend vraiment de l'audience, OK. euh, des variables qui sont utilisées. Je pense que de combiner une stratégie ou des stratégies, ça peut vraiment aider. Il y a des personnes qui sont plus verbo-linguistiques, il y a des personnes qui sont beaucoup plus visuelles que un schéma, par exemple, qui est digeste, vulgarisé, va leur parler davantage. Mais je pense que cette question-là va davantage pouvoir être approfondie durant l'activité en sous-groupe, là, tu sais, si tu veux réfléchir à des façons, on pourra en reparler justement dans les salles de réunion. OK, parfait. Puis, mettons, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais vous déconseillez vraiment beaucoup, mettons, les graphiques, si je comprends bien, au niveau de la vulgarisation dans ces analyses-là, ou des fois, c'est quelque chose, encore une fois, je comprends que vous dites, ça dépend c'est quoi ton public, ça dépend c'est quoi tes variables, etc. Mhm. Mais est-ce que des fois, les graphiques peuvent être utiles? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez dans certains cas ou vous y allez vraiment plus au niveau de la communication, comme les exemples que vous avez montrés? Je Ben, ferais je peut-être pense, une nuance pour les graphiques. En fait, des fois, on voit dans les colloques les graphiques qui sont comme le tableau qui a été mis dans l'article, qui a été Ouais, soumis non. pour publication.
c'est ça qu'on veut pas, tu sais, ou vraiment l'output SPSS, là, tu sais, avec tous les points, puis la barre, puis tu sais, fait que ça, on veut pas ça. Des graphiques qui sont digestes, comme dit Eliane, il y a des gens qui ont plus besoin de voir pour comprendre, puis saisir des différences ou le lien d'une relation, ou le sens dans lequel la relation va, tu sais, par exemple, si on veut expliquer une corrélation positive entre deux choses ou négative, tu sais, une augmentation pendant qu'il y a une diminution, bref, ça peut être utile, mais il faut qu'il soit simplifié, je te dirais. OK. Que je dirais, je sais pas, Eliane, si tu veux ajouter quelque chose sur les graphiques. Non, non, c'était vraiment ça. Là. En fait, les supports visuels, c'est vraiment une excellente méthode pour rendre nos résultats plus digestes. C'est juste, c'est quoi le diagramme qu'on utilise? Puis, je pense que si on utilise des diagrammes qui sont juste présentés habituellement, ben, qui sont présentés tels quels dans des tableaux scientifiques ou qui sont tirés d'un output SPSS, on a un signe que ça sera pas digeste. Je pense que Canva, par exemple, ça peut être un super bel outil pour trouver des ressources qui sont parce que, tu sais, Canva a une fonction diagramme. Fait que ce genre de diagramme-là, si Canva l'utilise, on a un indice que peut-être ici, ça va être plus accessible pour une population qui n'est pas formée en recherche. Là, tu sais, des diagrammes en pointe de terre, des diagrammes à bande, des icônes, un peu comme Mélanie le disait tout à l'heure. Là, tu sais, tout ça, c'est vraiment, généralement, c'est super aidant, au contraire. OK, super, merci. Parfait. Alors, on abordait l'art oratoire. Comme je vous disais tantôt, la manière dont on transmet un message est presque aussi important finalement que le message qu'on transmet. Puis ça pour plusieurs raisons. D'une part, en premier, je vous dirais pour la clarté puis la compréhension de votre message. Donc, la façon dont il est présenté va influencer la clarté. Une présentation qui est bien structurée, avec un langage qui est clair, qui est facile à la compréhension, ça va aider l'audience dans ses points clés. Donc, ça, c'est ce qu'on parle depuis tantôt, là, d'adapter son niveau de langage. Mais l'art oratoire, c'est aussi d'aller engager son public avec une présentation qui est dynamique, une présentation qui capte l'attention aussi, qui maintient son intérêt parce que des fois, ça peut être long. Même des présentations de 5 minutes, des fois, peuvent être longues quand elles sont pas offertes de manière dynamique. Euh, Ça permet aussi de peut-être avoir même un impact émotionnel pour certaines personnes. Par exemple, Eliane parlait des fois, il y a des gens des grands publics ou des personnes qui ont vécu, par exemple, des personnes victimes qui vont être présentes dans nos événements scientifiques. Ben, ça peut susciter des émotions comme de l'empathie, de l'enthousiasme, se sentir soutenu, par exemple. Donc, la façon dont le message va être transmis va vraiment avoir un impact. Puis votre crédibilité, je reviens à ça aussi, comme je le disais tantôt, euh, d'avoir su adapter ses messages à son public puis de les rendre de façon dynamique va affecter votre crédibilité aussi. Euh, donc, c'est sûr que c'est normal que quand on présente, surtout un format oral sur une scène devant beaucoup de gens, on peut ressentir de la nervosité à présenter devant les gens. Et puis, la nervosité, ben, ça peut faire en sorte que ben, des fois, ça va exacerber des problèmes ou des défauts dans votre style oratoire. Puis, par exemple, ben, ça peut vous amener ben, comme je le fais exactement là, à être plus gêné, puis à développer des béquilles verbales ou des mots de remplissage. Des béquilles verbales, c'est comme des ou des mots qu'on va toujours répéter, par exemple. C'est un réflexe nerveux. Des fois, vous allez sentir que, mon Dieu, on devient comme conscient. Donc, c'est comme des fois, si on se voit quand on est en train de présenter, si on est nerveux, puis on dirait que tout ce qu'on entend, c'est nous, notre voix qui nous énerve dans le micro, souvent, ou de se voir sur vidéo ou les différentes béquilles verbales, les mots de remplissage qu'on va utiliser. Donc, ça peut teinter votre discours. Voici peut-être des stratégies qui peuvent vous aider à y remédier. La première, ça serait de vous écouter, de vous enregistrer en train de faire une présentation, puis de les identifier, ces béquilles verbales-là. Et ensuite, de tenter de remplacer l'habitude, de respirer, puis de vous entraîner à remplacer les phrases ou les mots par des pauses. Souvent, on va avoir tendance, quand on fait des présentations, à vouloir occuper tout le temps de parole parce qu'on est nerveux. C'est un réflexe qui est absolument normal. Et on n'ose pas faire de pause parce qu'on se dit, oh my God, dans le silence, là, j'ai-tu l'air d'être désorganisé ou plus savoir quoi faire. Mais des fois,
on entend des gens qui présentent puis sont tellement partis sur un discours qu'ils en perdent, ils ont plus de salive, ils ont plus, on dirait qu'ils s'écoutent plus, ça va trop vite pour eux, ils parlent vite. Donc, les pauses ont vraiment une fonction qui sont super importantes dans la façon dont vous allez transmettre vos messages puis dans votre façon d'engager, encore une fois, votre auditoire. Euh, Ça vous permet justement d'éviter les hésitations, là, comme les béquilles verbales, comme les de combler les moments de silence. Puis même si c'est gênant, comme je disais, ben, utiliser de manière parcimonieuse, ça va vous donner un air calme puis un air confiant. Donc, en gros, les pauses, ben, ça peut vous aider à récupérer le fil de vos idées parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut arriver aussi puis qui peut être assez désorientant quand on donne une présentation puis oups, on ne sait plus qu'est-ce qu'on voulait dire, où est-ce qu'on était rendu dans nos explications. Donc, ça permet de, si vous perdez le fil, par exemple, de vos idées, si vous prenez une pause, puis on parle de quelques secondes, moins que 5 secondes, mais ça peut vous aider à reprendre ce fil-là. Ça peut aussi vous aider à gérer votre stress. Quand vous sentez dépassé ou vous sentez que, oh mon Dieu, je parle vite, ou je parle fort, ou je suis comme hyper consciente de moi en ce moment, ben, de prendre cette pause-là de quelques secondes peut vous aider juste à vous déposer puis à faire, OK, c'est bon, on continue. Puis, ben, ça peut ajouter de l'impact. Quand vous avez des messages clés, par exemple, de faire une pause après l'avoir transmis, ça peut ajouter de l'impact à ce message-là. Et comme je disais tantôt, ça permet aussi à votre auditoire d'intégrer ce que vous avez dit, de bien saisir ce que vous avez dit, puis de prendre le temps de réfléchir sur les différents éléments qui ont été présentés. Donc, de digérer le message un peu, si on peut dire. Eliane. Je vais conclure, je vais y aller assez vite là, sur cette section-là parce qu'il est déjà 13 heures qu'on veut laisser du temps aussi pour le petit travail en équipe. Quelque chose aussi que j'ai oublié de vous dire depuis tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y a certaines études qui ont indiqué que même pour les personnes qui sont expertes de plusieurs sujets qu'on peut entendre en congrès, ben, c'est plus accessible, en fait, d'avoir accès à des données qui sont vulgarisées que d'être tout le temps dans la nuance, les grosses analyses sophistiquées, les sorties SPSS telles quelles. Tu sais, si je vous demande de vous repenser, par exemple, au congrès auquel vous avez déjà participé, peut-être pour les personnes dont la caméra est ouverte, est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes déjà senti complètement drainé à la fin d'une journée ou même d'une demi-journée de congrès parce que les analyses étaient très denses puis c'était vraiment complexe à comprendre. OK. Fait qu'on a pas mal de monde qui a levé la main parmi les personnes qui ont la caméra ouverte. Fait que ça répète aussi l'importance et la pertinence, en fait, de simplifier, de vulgariser, tout en conservant la nuance. Donc, au niveau du support visuel, c'est vraiment important d'épurer le texte le plus possible. Des fois, on a tendance pour se sécuriser à mettre des phrase très complète. Idéalement, là, si on peut couper ça le plus possible puis mettre des mots-clés. Il y a aussi quand même au niveau pédagogique, les gens ont tendance à être davantage distraits par un support visuel qui est trop dense, puis ont tendance à pas écouter ce que vous dites. Fait que c'est plus gagnant de couper dans le texte dans la mesure du possible. Ensuite, quelque chose d'autre qu'on fait beaucoup dans le milieu académique, c'est justement de présenter nos formats auteur-risque, date, en parenthèse, directement dans le texte. Et ça peut vraiment accrocher l'œil pour des personnes qui ne sont pas habituées, par exemple, de lire des recensions des écrits. Donc, utilisez les notes de votre page avec des numéros qui sont associés à chaque référence ou de mettre carrément des hyperliens, des fois, sur certains formats écrits. Puis en affiche aussi, ce qu'on peut faire, c'est de mettre les numéros puis de carrément pas les présenter dans l'affiche parce que on a plein de technologies maintenant avec les affiches. Fait qu'au lieu de prendre l'espace pour présenter une section référence, on peut mettre un code QR dans le bas de notre affiche qui nous redirige vers une infographie, un épisode de podcast en lien avec notre production, notre liste de références, d'autres articles qui ont été publiés sur la même base de données. Fait qu'on a vraiment le champ libre pour faire preuve de créativité et de ruse maintenant avec toutes les technologies qui s'offrent à nous.
En diaporama, je pense que généralement, le format qui va être le plus accessible, là, justement, c'est de mettre des références en bas de page, là, donc le petit numéro, comme je disais, puis de mettre, par exemple, en caractère plus petit dans le bas de la diapo, les références qui sont associées aux propos qu'on est en train de citer. Ça montre quand même de la rigueur pour les personnes qui font partie du milieu académique, aussi qui voudraient cibler quelles sont vos références. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On vous invite aussi à choisir une palette de couleurs. Donc, c'est pas nécessairement recommandé d'harmoniser ensemble toutes les couleurs, un peu comme si vous rentriez dans un décor puis qu'il y avait toutes les couleurs fluo mises en même temps dans votre maison. Peut-être que vous trouveriez pas ça reposant, mais c'est un peu le même principe là, pour les supports visuels. À choisir des couleurs qui sont harmonisées ensemble. Il y a des suggestions sur Canva, il y a des suggestions sur coolers.co. Ça peut vraiment vous aider si jamais vous n'avez pas l'œil à harmoniser des couleurs qui vont bien ensemble. Ensuite, vérifier les contrastes. Donc, des fois, il y a certaines teintes qui apparaissent mal sur un projecteur, même si ça apparaît bien sur votre ordinateur. Fait que de s'assurer qu'il y a un contraste suffisant entre la police d'écriture et le fond d'écran. C'est une première chose. Puis deuxièmement, si vous avez accès à tester votre support visuel, par exemple, dans la salle où vous en allez présenter, ça vaut la peine de le regarder d'avance. Comme ça, vous ajustez si jamais les couleurs sortent un peu tout croche. Ensuite, au niveau des polices, il y a beaucoup plus de lisibilité pour les polices sans sérif. Donc, sans sérif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas d'empattement. Donc, on prêche par l'exemple. Ici, on vous a mis une police pas d'empattement partout dans le diaporama. Les empattements, c'est quand, par exemple, j'ai des petites barres qui vont accentuer un peu chaque, par exemple, les barres sur les T et tout ça. Fait que tout ce qui est lettres attachées, etc., ça, c'est vraiment plus difficile à lire. Ensuite, vous pouvez accentuer les caractères de ce qui est important. Bien sûr, ici, c'est important de faire preuve de juste mesure. Donc, si vous mettez tout en caractère gras ou si vous êtes le genre d'étudiante, étudiant qui surlignez toutes vos notes dans vos matériels de cours, vous avez peut-être un indice de faire attention, de le faire moins dans vos présentations en congrès, mais des fois, mettre l'accent sur un mot-clé, par exemple, mais ça peut aider à capter l'attention. Ensuite, faire preuve de cohérence dans les éléments visuels, ça, c'est quelque chose que je vois des fois. On veut mettre de la couleur, on veut diversifier, mais après ça, on met des pictogrammes, des images, des photos qui sont vraiment différentes puis qui n'ont pas de cohérence d'une diapo à l'autre. Ben, des fois, ça fait moins joli. Puis ce qui est moins joli va moins accrocher l'œil et peut ultimement faire en sorte que certaines personnes qui ont vraiment l'œil soient moins intéressées par votre contenu. Ça fait du bruit pour rien finalement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vous mets un exemple ici pour les affiches, qui est l'exemple de Better Poster. Donc, je tiens à préciser tout de suite que Better Poster, c'est en fait un étudiant au doctorat qui a remarqué que c'était super malaisant et pas intuitif les séances d'affiches où, par exemple, nos affiches sont présentées en Times New Roman 12. OK? En tant que personne qui présente, c'est super malaisant parce que là, on est devant notre affiche. On espère que les gens vont s'arrêter devant notre affiche. Puis là, on a quelqu'un qui veut pas interagir avec nous, puis qui veut juste lire comme ça notre message qui est en très petit sur notre affiche. Puis là, ça fait que des fois, ça peut être malaisant, autant au niveau des interactions que ça rend finalement la compréhension du résultat pas organique du tout. Donc, cet étudiant-là a pensé au système Better Poster pour rendre les séances de présentation par affiche plus organiques, plus intuitives et plus claires. Cependant, c'est important de garder en tête que cette pratique-là, n'a pas été évaluée. Donc, il n'y a pas vraiment d'études actuellement qui documentent si ce format-là d'affiche est meilleur qu'un autre. Mais ce que je trouve qui est intéressant de ce format-là, c'est qu'on peut quand même s'inspirer du fait que il y a le message clé est important, les résultats devraient être quand même peut-être mis en plus gros que d'autres éléments qui sont moins importants. Puis bon, ici, on a encore une fois l'usage du code QR qui est encouragé pour référer à d'autres ressources, incluant les références qui n'ont pas besoin d'être là au final. Donc, l'exemple de Better Poster est intéressant à réfléchir pour maximiser la place qui est laissée au message clé, puis présenter justement un message clé qui est vulgarisé, que les gens peuvent juste retenir en passant, puis c'est moins dense. Donc, d'avoir
une phrase que je dois garder en tête, puis que je peux cibler de loin si j'ai pas nécessairement envie d'interagir avec la personne qui présente son poster, ben, ça peut être super gagnant. Voilà. Donc, on serait Ouais. rendu à la période des questions. Donc, vous pouvez lever la main ou vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. J'essaie de voir. Ah, oui. Ben, tout d'abord, merci pour votre présentation. Super intéressant, hyper pertinent. Puis, on n'en a pas beaucoup de présentations comme ça. Puis, vraiment, c'est fort apprécié. Je tenais à vous le dire. Là, j'avais une question moi, sur les titres. Vas-y. C'est quand même le premier coup d'œil qu'on a sur une présentation. Puis, en recherche, on est bon pour des grands titres, là. Et Avec des avoir deux un points. titre, deux points, un sous-titre, tu sais, pour bien situer notre projet. Donc, quelles seraient vos recommandations là, pour avoir un titre qui capte l'attention, mais qui en même temps dit ce qu'on a, tu sais, rend bien le message? Ben, moi, je te dirais, gars, je vais repartager ce que j'aime faire. C'est que j'aime mettre une espèce de citation des fois en dessous de mon titre. Ou c'est sûr que le titre, il faut qu'il soit punché puis qu'il y ait l'essentiel, mais j'aime varier les couleurs puis mettre une citation qui est en fait un message. Donc, ça serait ça ma recommandation pour le titre. Eliane, je ne sais pas qu'est-ce que tu dirais. Ben sinon, je pense que le 2 points, on peut vraiment l'éviter. Pour tout ce qui est accessible au grand public, tu sais, je sais aussi, mettons, sur le blog Trace, notre webmestre nous avait dit que, on recommandait que les articles fassent au plus 7 mots. C'est très peu 7. Je sais que c'est pas toujours réaliste de rentrer là-dedans. Puis il y a aussi certaines études, bon, qui ont des résultats ambivalents, là, mais comme quoi, les articles qui contiennent plus de 12 mots, si je me trompe pas, sont moins cités. Bon, il y a d'autres études qui ont un peu contredit ça, mais je pense qu'il y a même dans la communication scientifique destinée à un public scientifique, on gagne quand même à rendre notre site plus digeste, plus court. Puis, des fois, je pense que de rajouter genre une partie de citation quand on a des résultats quali, ça peut être vraiment pertinent. Euh, ou l'espèce de petite partie qui est entre guillemets des fois. Je vous donne un exemple. Récemment, on a soumis un article sur l'utilisation de jouets sexuels télédildoniques chez un échantillon masculin avec David Lafortune, que peut-être certaines ou certains connaissent ici. En fait, des jouets télédildoniques, c'est comme des jouets qui sont connectés à de l'intelligence artificielle, à de la réalité virtuelle, et ça a vraiment des fonctions différentes. Puis notre résultat de recherche indiquait que c'était vraiment les caractéristiques individuelles et non, par exemple, la fréquence qui était importante. Fait qu'on a rajouté une petite partie en début de site qui était How matters more than how much. Je pense qu'il y a des fois, tu sais, en vulgarisation, on peut faire ça, puis au lieu de mettre le 2 points, on peut peut-être mettre la partie un peu plus académique de notre titre en sous-titre, par exemple, un peu comme Mélanie le conseillerait avec, tu sais, ça peut être un message clé ou ça peut être un sous-titre qui explique plus, mais je pense que sur le blog Trace aussi, c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup, tu sais, d'avoir quelque chose qui est très court, qui est parlant, qui est peut-être punché au niveau émotionnel, puis après ça, un sous-titre qui va bien détailler. Puis si je peux prendre l'exemple de l'article de blog sur lequel Alison, justement, a collaboré pour le blog Trace, ben, c'est vraiment, le titre s'appelle L'envers de la médaille. Fait que, tu sais, sur les violences sexuelles en milieu sportif, mais comment est-ce que, justement, c'est peut-être une facette qu'on connaît moins de cet univers-là, du moins quand on ne fait pas de la recherche spécialisée là-dessus. Euh, Fait que, tu sais, c'est comme, c'est imagé, c'est punché, c'est en lien avec l'objectif, le thème de l'article. Puis après ça, le sous-titre spécifie c'est sur quoi. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises de l'avant, mais je pense qu'éviter, genre, le lien modérateur de la présence attentive, dans le lien entre les traumas cumulatifs en enfance, puis le bien-être sexuel, puis l'attachement romantique à l'âge adulte chez des couples. J'ai besoin de prendre mon souffle après mon titre tellement il est long. Fait que ça, c'est déjà, si vous le dites à l'oral puis que vous êtes essoufflé après, vous avez un indice important qu'il faudrait couper, je pense. Voilà. Bon, merci pour cette belle image d'un contre-exemple pour l'explication aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à la présentation d'aujourd'hui ou des aspects peu
OK, ou qui sont moins clairs. Ben, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de toute façon, vous avez des courriels là, de Mélanie et d'Iliane. Donc, si jamais vous avez des questions, puis si jamais vous avez des questions sur le colloque aussi annuel qui s'en vient, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sylvie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter? Ben, remercier les filles énormément. Puis c'est sûr qu'on va avoir, en tout cas, moi, je vais avoir d'autres questions pour vous éventuellement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres aussi, là, mais si vous offrez vos petits conseils ici et là de façon ponctuelle, je vais sûrement m'en servir. Absolument, puis c'est Fait ça que que j'allais merci. dire pour finir. D'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir, mais faites des tests entre vous autres, justement. Tu sais, parlez-vous entre vous autres, genre, hey, voici mon message, qu'est-ce que t'en penses, tu clair? Tu sais, déjà, ça serait comme, ça peut nous aider des fois. Moi, depuis que je travaille avec Eliane en faisant de la vulgarisation, là, ça m'aide vraiment à rebondir des idées des fois où je l'écris, puis là, elle revient avec une idée, tout ça. Fait que des fois, d'être ensemble, puis de dire comment j'ai de la misère à travailler tel message, comment ça peut m'aider, puis ça va vous aider pour vos propres travaux à vous aussi. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez nos courriels, ça nous a fait vraiment plaisir. Fait qu'on va vous souhaiter un beau colloque de la chaire Sims avec des belles présentations, puis surtout des gens qui sont engagés là, à vous écouter dans vos messages. Oui. Merci beaucoup. Bye tout le monde.